Yo les trashers! La politique, c'est pas tellement la came de beaucoup de monde. Entre les lois répressives prises à tour de bras, les élections qui arrivent qui sont des enchaînements de drague ouvertes et massives pour finalement pas grand chose, et le climat ambiant d'une certaine hate envers nos hommes politiques, rassurez-vous, ils ne nous aiment pas non plus, c'est déjà ça, on peut dire que 2017 commence sur de bien bonnes bases. Prenez pas ça pour argent comptant, c'est pas nouveau, il y a un poil de mauvaise foi dans tout ça, et dites-vous que l'histoire a vu naître des dirigeants qui font passer certains des nôtres pour des enfants de cœur. Entre torture gratuite, génocide et folie, laissez-moi vous présenter 6 des dictateurs les plus effrayants de l'histoire. Caligula, l'empereur cynique. Caligula commence son règne en l'an 37 et restera au pouvoir 4 ans, alors que, bon sang, vu le bonhomme, on lui aurait pas donné plus de 3 mois. C'est sûrement l'empereur romain le plus dérangé de l'histoire. Mégalomane, paranoïaque et cruel, rien que ça. Alors on a tendance à dire que c'est son prédécesseur, Tibère, qui lui a transmis l'essentiel de ses valeurs morales. Pourtant, dès sa prime jeunesse, Caligula avait déjà eu un sérieux pet au casque. Il trichait aux billes, mangeait des chats et a violé sa sœur, avec laquelle d'ailleurs il s'est marié, a eu un gosse, mais a fini par les bouffer tous les deux de peur qu'un jour il ne se rebelle. Son arrivée au pouvoir, il l'a faite en grande pompe en jetant femmes, enfants, aïeux, femmes de ménage par-dessus une falaise. Non mais le fun se perd aujourd'hui, c'était mieux avant. Une fois le pouvoir obtenu, pouvoir qui le mettait automatiquement au-dessus de toutes les lois, Caligula commença son petit jeu malsain. Vu qu'il détestait les sénateurs, un peu comme tout le monde, il adorait les inviter chez lui pour les humilier, que ce soit en violant leurs femmes, en les insultant ou en les comparant à son cheval qui possédait d'ailleurs lui aussi le statut de sénateur. Durant de grands festins organisés par ses soins, il aimait que des criminels soient égorgés entre chaque plat, ce qui terrifiait et dégoûtait les invités, obligés de rester à table pour éviter de vexer l'empereur. Autre petite anecdote à son sujet, on raconte que Caligula aurait exécuté toute une famille car l'un de leurs membres l'avait insulté. Jusque-là tout va bien, c'est normal, me direz-vous. L'exécution se faisait en public. Vous pensez bien que les gens furent choqués de voir une toute petite fille sur le billot, à 2 doigts de subir une sentence pour les actes de son père. Pire, celle-ci était vierge. La pureté incarnée, forcément innocente, et on ne met pas à mort aussi facilement sous peine d'attirer le courroux des dieux. Caligula ordonna alors à son bourreau de violer la jeune fille en public avant de lui ôter la vie. Elle avait 7 ans. Tout le monde savait qu'il était fou, mais personne n'osait lui dire quoi que ce soit. C'est après 3 ans et 10 mois de règne qu'il se fera assassiner. Néron, le pyromane. Encore un Romain, toujours plus fou, toujours plus fun. Néron accède au pouvoir en l'an 54 et est soupçonné d'avoir brûlé Rome afin d'y construire un palais digne des plus grands rois, voire carrément une ville à son nom, genre Néron City. Néron fut un dirigeant qui n'appréciait guère les affaires politiques, il préférait plutôt l'art. Imaginez alors les intellectuels de l'époque voir son empereur préféré jouer parfaitement une pièce de théâtre en compagnie d'une troupe de fortune, alors que dehors, la famine et la misère persistaient. Vous me direz, jusque-là tout va bien, et rien de très bien choquant. Cela dit, il existe de nombreux récits racontant différentes anecdotes plus ou moins cocasses sur son compte, comme par exemple le fait qu'il aurait tué sa mère, empoisonné son frère, décapité son ex-femme pour offrir sa tête à la seconde. Une femme qui semblait avoir tout pour lui plaire, puisque l'on dit que la tête de son ex lui servait pour y planter des épingles à coudre. Malheureusement, l'amour ne dure qu'un temps, et plutôt que de s'encombrer d'un divorce, Néron battu à mort cette dernière et lui ouvrit le ventre pour tabasser l'enfant qu'elle attendait. Histoire d'être bien sûr, vous voyez. Après avoir été déclaré ennemi public par le Sénat, Néron s'enfuit de Rome pour éviter que, comme le veut la tradition, il ne soit jeté nu, la tête prise dans une fourche, puis flagellé à mort. Après mûre réflexion, il se suicide avec l'aide de son secrétaire en juin 68. Je tiens à préciser quand même que ces histoires sont à prendre avec des pincettes, car les historiens sont assez partagés. Certains voient en Néron un empereur remarquable et d'autres comme le fils spirituel de Caligula. À vous de faire votre propre avis là-dessus. Ivan Grozny, le terrible. Né le 25 août 1530 à Kolomenskoye, Ivan Grozny est, comme on le dit dans le milieu, un gros rageux, bien violent comme il faut, un véritable pavé de sel qui aura marqué la Russie d'un rouge sang. Déjà, la base, dès son enfance, il adorait torturer les animaux, une activité qui lui procurait, dit-on, un plaisir prononcé. Et ça ne s'arrangera pas avec le temps, il prend le pouvoir en 1547, devenant à ce propos le premier tsar de Russie, et si les premières années de son règne semblent relativement douces, tout va rapidement se durcir dès 1560, et la mort de sa femme Anastasia Romanova, qu'il croit assassinée par des boyards. Bon, les boyards, je vous la fais courte, c'est grosso modo des aristocrates russes. Le tsar n'ayant jamais porté ces individus dans son cœur, il entamera une longue lutte contre eux, cherchant à les détruire à tout prix et faisant sombrer son régime dans une terreur sans nom. Ivan était un roi dégénéré, mais qui avait conscience de son problème. En fait, le truc, c'est qu'il prenait du mercure tous les jours pour éviter d'être empoisonné. C'est ce que verront de nombreux scientifiques une fois qu'ils auront le corps sous la main, et c'était monnaie courante
chez les tsars russes, c'est à noter malgré tout. C'est d'ailleurs pour cela qu'il passera son temps à demander pardon pour ses actes de violence. Allez, mon grand, faut avouer à demi pardonner. L'une des anecdotes les plus célèbres à son sujet, qui a par ailleurs été de nombreuses fois illustrée par des peintres, est celle du meurtre de son fils. Et après une violente dispute avec sa belle-fille, un coup mal placé aurait été asséné par Ivan à cette dernière, ce qui lui aurait provoqué une fausse couche. Son fils, faisant tout pour protéger sa femme, s'était mis en travers d'eux. Mais rien n'y fera, le ton monte et le tsar assène alors un violent coup de sceptre sur la tête de son héritier. Radical, mais bon, le fiston devait bien savoir qu'on joue pas avec les nerfs de papa. On retrouve également cette histoire proche de la légende qui pourtant constitue le mythe d'Ivan le Terrible, celle de la construction de la cathédrale Saint-Basile. L'on dit en Russie qu'après 6 ans de construction, Ivan fit convoquer son architecte, Postnik Barma-Yakovlev, et lui demanda s'il serait capable de reproduire un tel chef-d'œuvre si on le lui commandait. Ce dernier lui dit oui, Ivan lui crève alors les 2 yeux pour que jamais il ne puisse refaire un si bel édifice. Ivan le Terrible meurt le 28 mars 1584 de cause encore inconnue à ce jour. Adolf Hitler, le Führer. Avant toute chose, il est bon de rappeler qu'Adolf Hitler était un artiste raté. Jeune, il enchaînait les examens d'entrée de grandes écoles d'art sans jamais les réussir et se retrouve très vite à la rue. C'est à ce moment-là qu'il adhère aux idées en vogue à l'époque que juifs et communistes sont la cause de tous les malheurs. C'est après un petit séjour en prison suite à un putsch raté, vous savez, le fameux putsch de la brasserie, qu'il écrira Mein Kampf, Mon combat. En 1933, il est nommé chancelier par le président allemand. Ce titre, couplé à son charisme qu'il ne faut pas nier, on n'excite pas les foules de cette manière en un claquement de doigts, lui permet de diriger tout le pays à sa guise, les autres membres du gouvernement étant à sa solde. Göring, Himmler et Goebbels, pour les plus connus, le Führer n'a plus de limite. Il fonde sa première police politique, les SS, littéralement sur les cendres de sa première armée, vu qu'il a fait abattre son ancienne milice, réduisant ainsi au silence les éléments dissidents à son régime. Une fois les ennemis à plat, il organise petit à petit une société eugénique, sélectionnant et stigmatisant handicapés, tziganes, homosexuels, juifs, communistes. Une stigmatisation d'abord, une concentration ensuite, qui va déboucher en 1942 à la solution finale, grand plan d'extermination. En parallèle, il instaure le concept de la race pure, qu'il appelle la race aryenne, race humaine inventée, basée sur la mythologie germanique, qui sert de porte-étendard à son régime politique, et servait aussi à donner raison à toutes les actions qu'il entreprend pour son Troisième Reich. A noter qu'elle ne désigne pas les blancs en tant que tels, sachant que les Français, Espagnols et Italiens n'en font pas partie, ils sont tolérés mais doivent se soumettre. Pire pour les Russes et les Européens de l'Est qui sont qualifiés de race esclave. Bref, si l'on veut résumer le règne d'Adolf Hitler, retenez ces 5 points: une population soumise, 5 millions d'assassinats politiques, concentrationnaires ou d'exécutions sommaires, une deuxième guerre mondiale avec 60 millions de morts, soit 2,5% de la population mondiale, une Allemagne divisée et un traumatisme international encore palpable aujourd'hui. Hitler se serait suicidé dans son bunker à Berlin lors de l'attaque de la ville par les forces alliées le 30 avril 1945. Charles VI, le roi fou. Ah, un Français, cocorico, un roi qu'on ne voit pas souvent à l'école, et pour cause, Charles VI, surnommé le Fou, est le seul roi de la dynastie française à être célèbre pour sa démence, et dont 2-3 décisions malencontreuses ont relancé bien comme il fallait la guerre de 100 ans. Il régna de 1380 à 1422, et sa première crise survient alors qu'il n'est âgé que de 24 ans. Il est en voyage jusqu'au Mans avec ses troupes, et le soleil l'accable, lui et tous ses suivants. Un page s'endort alors, et cogne sans le faire exprès sa lance contre le casque d'un autre. Le roi se réveille en sursaut, pense qu'on l'attaque, dégaine son épée et abat 6 personnes avant de se faire maîtriser. C'est un peu à partir de ce moment-là que Charles fut considéré comme malade et tout ne fera qu'empirer. Il pense notamment être fait de verre et prendra toutes les précautions du monde pour ne pas se briser, comme se déplacer dans un carrosse rempli de coussins par exemple. Un événement en particulier va empirer sa santé mentale, le bal des Ardents. Un bal costumé où le roi et 4 danseurs décidèrent de réaliser une prestation afin d'amuser la galerie. Ils devaient se déguiser en sauvage avec des poils, plumes et tout plein de matières inflammables. Le duc d'Orléans, impressionné par le spectacle, waouh, magnifique, incroyable, décida de regarder les costumes de plus près, avec une torche, et je vous laisse deviner la suite. Ouais, ils prirent tous feu et 3 danseurs en périrent. Le roi, lui, survécut, mais les crises se firent de plus en plus régulières. Des attaques qui lui faisaient oublier son identité ou son statut, enchaînant les périodes de rémission et de folie, avec quelques petites fulgurances brèves où il se force à régner. Il décède le 21 octobre 1422. Vlad III l'Empaleur. Le dirigeant le plus craint de tous les temps, Vlad Tepes,
prince de Valchie, un ancêtre de la Roumanie, régna au XVe siècle et accédant au titre de prince à plusieurs reprises, le pays connaissant de nombreux troubles. Surnommé Draculea, nom qui a d'ailleurs inspiré le Dracula, fils du diable en français, son hobby favori était de tuer ses ennemis avec le supplice du pal tout en grignotant son 4 heures au passage, car il faut savoir que l'odeur dégagée par cette torture aiguisait fortement son appétit. Quel est ce supplice, me direz-vous? Eh bien, il s'agit simplement d'empaler sa victime avec un pal recouvert de graisse. Mais dis-moi, Echo, où place-t-on ce gigantesque bout de bois? Eh bien, Fred, c'est très simple. Tu prends un prisonnier ou un simple paysan qui a le malheur de se retrouver sur ton chemin et tu lui mets direct le pal dans l'anus. Une fois le pieu placé, il suffisait juste de le relever et la victime glissait sous son poids jusqu'à être transpercée. Le pal ne devait être ni trop gros ni trop fin, comme ça la victime ne mourrait pas trop vite. Il avait quand même le sens des commodités. À cette époque, la Valchie était en conflit avec l'Empire ottoman. Vlad comptait dans ses rangs 20 000 soldats, alors que les Ottomans, eux, en avaient bien 3 fois plus. Et en bref, c'était une guerre qu'il allait perdre. Cependant, il eut une idée qui restera dans l'histoire de l'humanité, empaler son propre peuple aux frontières de son pays. Cuisiniers, les forgerons, les domestiques, les curés et les enfants de la chorale avec tout le monde. Les Ottomans, face à cette horreur, firent demi-tour. Vlad réussit alors par sa folie à effrayer l'armée qui était à l'époque la plus puissante du monde. On parle quand même de ceux qui ont réussi à vaincre l'Empire byzantin. Impressionnant, hein? Pourtant, ces dirigeants que l'on qualifie de fous n'ont pas toujours été ainsi. Très peu sont nés avec ces problèmes, mis à part Charles VI, qui bon, vous le savez, la consanguinité, le nord de la France, tout ça. Les causes sont diverses et sont souvent liées à la terreur de prendre le pouvoir. Tous ne sont pas faits pour ça et ça aura certainement rendu plus d'un fou, sans compter le passif de beaucoup, que cela soit de l'éducation sévère aux multiples traumatismes qu'ils ont subis dans leur vie. Non pas qu'il faut justifier tout, rien n'est justifiable, on le rappelle, mais des raisons existent malgré tout. Je sais qu'il existe des dizaines d'autres dirigeants timbrés, et on parle ici essentiellement des dirigeants avec une santé mentale défaillante. Si cet épisode vous a plu, on s'attaquera aux dirigeants les plus sanglants. Et si vous pensiez qu'Hitler tient le haut du pavé, vous risquez d'être relativement surpris. Les Belges ont fait autant de morts que lui, et c'est pourtant rien à côté des champions du genre.